Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, au nom du comité directeur de Pléiada, qui est bien présent là au complet, j'ai le grand privilège d'ouvrir la conférence d'aujourd'hui, une des conférences invitées qui, depuis un moment déjà, sont données dans le cadre de notre activité de Pléiada en ligne. Et cette fois-ci, la conférence sera donnée par Madame Magdalena Kojluk de l'Université de Łódź. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie beaucoup, Magdalena Kojluk, d'avoir accepté de donner cette conférence. Le titre de la conférence est le suivant, je le lis, Pomme de mélancolie, le théâtre médical des patients au XVIIe siècle en France. Et j'avoue que ce titre anime chez moi des sentiments de curiosité. Les résumés fournis par la conférencière permettent de penser que nous allons passer des moments passionnants et que probablement, si nous souffrons de certaines mélancolies, elles seront dissipées. Je donne, avant de donner la parole à Magdalena Kojluk, je voudrais demander euh, à notre collègue Anita Staron de l'Université de Łódź de présenter notre conférencière, de dire quelques mots sur les différents acquis et les différents succès, en fait, aussi, de notre conférencière, de faire un peu de publicité et de faire connaître la personne de Magdalena Koch à notre public de Pléiada et des amis de Pléiada aussi, pas seulement les participants, je vois. D'accord. Je vous donne la parole, Anita. Merci beaucoup, Bernadette, Madame la Présidente. En effet, c'est mon honneur, mais c'est aussi tout simplement mon plaisir de vous présenter celle qui est ma collègue et proche collaboratrice de l'Institut d'études romanes à l'Université de Łódź. Et donc, Madame la professeure Magdalena Kojluk est formée à la fois aux lettres classiques et aux littératures françaises et italiennes. Et les maîtresses de conférences et assez récemment HDR. Elle s'intéresse aux usages de la rhétorique classique et à certains types de discours, dont notamment le discours médical à la Renaissance, ainsi qu'à l'humanisme comme mode de transmission et de représentation de l'Antiquité. Elle est autrice d'une cinquantaine d'articles, mais outre cette partie de ses recherches, elle a également publié 2 monographies. Et donc, la première s'intitulait L'Escula et son art à la Renaissance, le discours préfacile dans les ouvrages français de médecine entre 1528 et 1628, et c'était publié chez Classique Garnier en 2012. Et beaucoup plus récemment, elle a publié L'art de vivre longuement sous le nom de Médée de Pierre Jacquelot. Il s'agit d'une édition critique qu'elle a également publiée chez Classique Garnier en 2021. Et ce dernier ouvrage a été publié avec l'aide du Centre national du livre et il s'est trouvé dans la finale du concours Tadeusz Kotarbiński pour la meilleure publication scientifique dans le champ des humanités. Je vous signale que se trouver dans la finale de ce concours-là veut dire avoir été élu sur 62 candidatures parmi les 5 qui se sont présentées à la finale. Donc, nous en félicitons chaleureusement parce que nous sommes très, très fiers de cette réussite. Il s'en fallut de peu qu'elle soit retenue de la première place dans ce concours. Et j'ajouterais que durant sa carrière scientifique, Magdalena Kojluk a pu bénéficier de bourses prestigieuses, notamment en Irlande, à Dublin. Et elle est également intégrée à plusieurs projets internationaux. Elle coopère régulièrement avec les centres de recherche en France, dont par exemple Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Et je n'énumère pas les autres qui sont pourtant là sur ma liste. Et je vous signale que depuis 2018, elle fait partie également d'une équipe de recherche à Sorbonne.
Dans ses travaux, elle aborde la problématique du discours médical sous l'angle de l'histoire de la rhétorique, de la pensée et de l'écriture médicale, comme sous celui de l'art emblématique. Elle travaille également sur la bibliographie matérielle et historique appliquée aux ouvrages médicaux du XVIe et du début du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, et tout cela va se trouver un peu dans ce que nous allons entendre tout à l'heure, et c'est avec vraiment un grand plaisir et une grande curiosité que je partage avec les autres probablement, que je te donne maintenant la parole, Magda. Merci, merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Je vous remercie, Madame la professeure Bernadetta Wojciechowska. Je remercie l'ensemble des membres de l'association académique des romanistes polonais Plejada de m'avoir honoré de cette invitation. Et j'avoue que j'ai longuement hésité sur le contenu de cette intervention et j'ai finalement jugé adéquat de vous offrir les jeunes fruits de mes recherches. Je vous prie de bien vouloir me pardonner le caractère provisoire de ce qui va suivre, car ce travail, encore en cours, fera sans doute l'objet de modifications dans le futur. J'essaie de partager maintenant mon écran. Est-ce que vous voyez bien? D'accord. Vous constaterez ainsi que j'ai enrichi le titre de cette conférence d'un sous-titre, car mon intention première est de vous faire découvrir aujourd'hui un ouvrage sur lequel je laisse vagabonder mes réflexions depuis quelque temps. Le texte est assez déroutant, mais il mérite, je crois, qu'on lui offre une certaine promotion. Je veux vous parler du Royal sirop de pomme, antidote des passions mélancoliques de Gabriel Drouin, docteur en médecine. Il paraît en 1615 et c'est son unique ouvrage. Du moins, c'est ce que nous pensons, car nous ne savons rien, ou presque rien, de ce médecin. Ce traité à la fois médical, moral et facétieux n'a fait l'objet à ce jour d'une seule publication scientifique, datée de 2008. La présente communication est le résultat d'un dialogue avec cet article pionnier et aura pour but de partager mes interrogations sur cet auteur. Il m'est vite apparu assez difficile d'apporter quelque chose de significatif à l'étude de ce texte, en dehors, bien évidemment, d'un fastidieux travail d'archives encore à faire qui viserait à fixer la biographie de ce médecin. Mais le texte de Drouin a fait naître en moi un sentiment d'étrangeté qui m'invite à examiner à nouveau cet ouvrage hors du commun. Je vous invite donc à participer à une sorte d'enquête, à un diagnostic qui a pour objectif de contribuer à dessiner le contour de la singularité de cette œuvre, mais aussi d'illustrer plus largement les problèmes d'interprétation que posent un certain nombre de textes publiés au seuil de la modernité. Les auteurs y apparaissent bien souvent comme des démiurges, mêlant dans leur création d'abondantes références autoriales, parfois explicites, parfois silencieuses, à des procédés rhétoriques complexes que le lecteur contemporain peine à interpréter. À cela s'ajoute un style personnel et des inventions formelles originales qui font de chaque texte une odyssée intellectuelle. Mais il faut bien reconnaître que le texte de Drouin place la barre très haut. Chaque mouvement plonge notre barque interprétative de Caraïbes de Ancilla, mais je ferai de mon mieux pour vous mener à bon port. Voici la structure générale du Royal sirop dans sa graphie originale. Le premier sirop, dédié aux sages mondains, on voit à peu près de quoi il est question. Le second sirop de pomme est dédié aux scientifiques. Il vise en réalité les charlatans de la nouvelle médecine chimique. Un troisième sirop dédié aux qualifiés. Il s'agit là, pour faire simple, des notables, des détenteurs de charges publiques. Un quatrième sirop pour les curieux qui brûlent de tout connaître, de tout et de tout le monde jusqu'on a oublié leur humble condition. Un cinquième sirop pour les alexandrins
qui ne vivent, excusez-moi, que pour jouir des apparences. Finalement, ils vivent pour briller en quête de gloire. Un sixième sirop pour les nez coiffés. Drouin y rassemble les gens favorisés par la Providence, c'est-à-dire venus au monde dans une poche amniotique, ce qui est un présage de chance depuis l'Antiquité, mais aussi les bien-nés, c'est-à-dire la haute noblesse ou encore les gens tout simplement nés très beaux. Le dernier sirop pour les appelants, alors là, il traite des justiciables qui font appel des jugements de première instance pour ouvrir une réflexion plus générale sur les métiers de robe et sur le milieu judiciaire. J'ai ici sommairement commenté ces catégories de patients, mais sachez que j'ai composé une fiche, Anitko, s'il te plaît, plus détaillée sur ces points, enrichie de longs passages et que je partage avec vous dans la conversation. On le voit, Drouin catégorise ces patients mélancoliques, puis leur propose une médication adaptée à leurs conditions, presque individualisée, car nous le verrons, il propose encore des sous-catégories. Que nous dit Radu Succio de l'Université de Genève dans son article fondateur? Il commence par ranger le traité de Drouin dans le corpus des discours médico-moraux de la fin de la Renaissance, mais il en souligne surtout le caractère éminemment drôlatique, qui lui permet de le placer à la fois dans la lignée des satires sociales, qui s'attachent à portraiturer les mœurs et les caractères, et dans la littérature facétieuse qui apparaît autour de 1600. Succio a également contribué à, comme il le dit lui-même, positionner la doctrine de Gabriel Drouin par rapport au canon de la thérapeutique médicale. Mais c'est bien dans la tradition littéraire qu'il lui ménage une place singulière, en accentuant l'aspect moralisateur de ce texte prétendument médical, dit-il. La mélancolie constitue, selon Succio, l'occasion parfaite pour une piquante satire sociale où l'écriture scientifique s'efface au profit d'un style visiblement railleur, volontairement comique. Son article a pour but de montrer combien ce parti pris stylistique du médecin constitue une thérapie en soi, dans la mesure où l'écriture satirique est plus à même de désennuyer et de guérir la mélancolie que le célèbre sirop. Succio retient donc la vocation littéraire et stylistique de ce texte. La médecine est présente, il nous dit, qu'elle est conforme au canon, mais qu'elle n'est qu'un prétexte, je dirais moi une sorte de décorum rhétorique. L'article de Succio et de mon point de vue, cette œuvre ne laisse guère planer le doute. Je t'apprendrai si tu veux m'écouter, comment l'ennui, la tristesse cruelle d'importune séquelle. Nous sommes en effet enclins à penser qu'il parle bien de son texte et non de ses sirops. Il poursuit un peu plus loin. Mais bien, je désire délivrer ton esprit des folles pensées, des songes mélancoliques. Il achève sa préface en parlant explicitement de son ouvrage. Avant que tu en viennes là, il parle des écueils sur lesquels se brisent les mélancoliques par leur excès. Prends, je te prie, de mon sirop. C'est le vrai élixir de sagesse, c'est le nepenthe, c'est la panarée. C'est peut-être le silène de Socrate, mal poli au dehors et rempli au dedans de belles peintures. Et il termine dans un demi-aveu. Orsu, entrons en jeu. Tu désires savoir de moi quelle est la composition de mon sirop et à quel usage les médecins l'ont dédié? Je te le dirai librement. Et adieu. Allons-y, entrons en jeu. Sur cette belle déclaration de Gabriel Drouin, dont l'intention semble claire, je vous propose dans la première partie de ma présentation de voir comment le royal sirop est parvenu jusqu'à nous au travers des gens de lettres et des bibliophiles dans le 19e siècle à le secret. Commençons en 1820 avec le manuel du bibliographe Jacques-Charles Brunet,
Je partage avec vous les passages que j'ai retenus et je me contenterai d'en souligner les éléments pertinents. Voilà donc un petit traité assez recherché, un ouvrage intelligible qui appartient plutôt à la morale qu'à la médecine et dont le remède paraît être une pure fiction. En 1846, le marchand libraire d'anciens et éditeur, Joseph Teschner, enfonce les clous. C'est un traité de morale qui indique des remèdes imaginaires. Pour lui aussi, le texte, rempli de prescriptions pharmaceutiques, est inintelligible. Pour lui, le texte du droit est proprement un galimatia que sa bizarrerie fait rechercher des curieux et dont personne ne saurait avoir le courage de lire, de feuilleter tout entier. Teschner nous apprend, toutefois ailleurs, dans un bulletin des bibliophiles, que le romancier et académicien Charles Nodier en avait un exemplaire. Un an plus tard, c'est l'architecte Eugène Viollet-le-Duc qui se confie sur l'exemplaire qu'il possède. Il nous en livre une analyse fort intéressante dans sa bibliothèque poétique. Permettez-moi de lire cette longue citation car elle a le mérite de résumer de manière très éclairée le caractère insolite de cette œuvre. Elle nous donnera, je crois, une idée très juste de l'anatomie et de la poétique de cet ouvrage. Je dirais, moi, qu'il est lu, que c'est, il est vrai, un livre de médecine, au moins pas sa forme, si ce n'est même un livre de morale, qu'en prétend Brunet. Mais où se trouvent rassemblés, amoncelés, avec une extrême abondance, toutes les traditions, tous les préjugés populaires recueillis par droit, depuis le commencement du monde jusqu'à lui, sur l'affinité prétendue des animaux et de leurs diverses parties, des végétaux, des minéraux, avec les constellations du zodiaque et l'esprit humain. C'est de l'astrologie médicale et physiologie. Or, de toutes ces choses amassées avec une immense érudition, Gabriel Drouin tire des conséquences, souvent fort justes et raisonnables, contre les scientifiques ou savants de son espèce, tous attaqués de passions mélancoliques, qu'il dit guérir en moyen d'un sirop de pomme, lequel n'est réellement qu'un prétexte à ses déclamations. C'est donc, je le répète, un livre de médecine, mais où la science sert seulement de thème à des observations critiques et satiriques même, souvent très fines et toujours très curieuses sur les usages, les habitudes, les ridicules surtout du temps de Drouin. Je ne trouvais aucun renseignement sur cet auteur. Bien que son livre soit daté de 1615, je lui crois à son style de 50 ans au moins antérieur à sa date. Et je ne le crois pas si mal placé dans les dissertations singulières qui font partie des facéties. Car il est bien évident que Drouin, tout médecin qu'il était, n'avait pas la prétention de guérir avec du sirop de pomme toutes les maladies que je viens de citer et qu'il décrit longuement. En 1874, paraît le Parnasse médical français du biographe et médecin Achille Chéreau. Il écrit, et c'est le seul à nous le dire, que Gabriel Drouin est médecin de la faculté de Paris où il fut licencié le 18 juin 1584. Il était originaire d'Autun. Il a écrit, ajoute Chéreau, sur le royal sirop de pomme, une prose mêlée de vers fort mauvais et indigne de la liqueur qu'il avait la prétention de chanter. En effet, nous l'avons vu dès la préface et dès les premières lignes, Drouin joue avec la forme de son discours. Des couverts poétiques viennent entrecouper la prose. Stratégie semblable à la glose et aux commentaires explicatifs si fréquents dans les textes médicaux. Le médecin vient aussi caresser son lecteur avec quelques vers, puis les clarifie avec la prose pour l'instruire de son intention. Par la suite, et pour le reste de l'ouvrage, de nombreux distiques, tercets, quatrains et sisains surgiront de les discours à la manière de Maxime, dont certains, il est vrai, peuvent apparaître drôlatiques, mais qui tendront à se détacher de plus en plus du discours principal. On comprendra ainsi que certains lecteurs reçoivent ces vers comme une interférence dans un texte qui leur apparaît déjà obscur. Sautons un instant dans le jeune XXe siècle. En 1925, les curieux dont parle Teschner, 80 ans plus tôt, sont toujours à l'affût, et non des moindres.
puisque c'est l'écrivain et traducteur Émile Jules Griot de Givry, occultiste notoire, ami et correspondant de Joris Karl Huysmans, qui se vante d'avoir déniché le sirop sur les quais de Seine pour 6 sous. Je ne m'attarde pas ici sur ce passage, mais je tiens cet amusant texte dans son intégralité à votre disposition si vous intéresse. Curieux le sirop de Drouin, l'est assurément. Car, et c'est là que les choses se compliquent, on le trouve mentionné en 1893 dans l'art de reconnaître les fruits des pressoirs, pommes et poires d'Auguste Ruel. Dans son introduction, il fait de Drouin un auteur important dans le développement de la pomologie française, à la suite de l'immortel Olivier de Serres et aux côtés de Julien Le Pommier, sur qui nous reviendrons dans la deuxième partie. Terminons notre parcours bio-bibliographique, excusez-moi, par une mention qui vient troubler encore un peu notre lecture de l'œuvre, puisque nous la trouvons chez les gastronomes. Cette mention confirme en revanche le sentiment étrange que le Royal Sirop nous procure. En effet, le bio-bibliographe Georges Piquer, dans sa bibliographie gastronomique, semble plutôt amusé par sa découverte, mais non moins embarrassé. L'ouvrage de Gabriel Drouin n'est pas précisément du genre de ceux que nous faisons figurer ici. Aussi, ne le citons-nous que pour son titre et pour sa singularité. Le Royal Sirop apparaît encore dans bien d'autres recueils bibliographiques et nous et tous emploient les mêmes qualificatifs. Je cite, un petit traité très curieux, very rare, un ouvrage curieux, mêlé de petits vers, peu commun, curieux, etc. Il est encore très recherché aujourd'hui, mais vous avez de la chance. Car si le cœur vous porte à vouloir en faire l'acquisition, une librairie parisienne vous le propose pour la modique somme de 15 000 zlotys. Alors, ça fait 3 200 €. Je prendrai évidemment une commission sur la vente. Et plus sérieusement, je dénombrerai par ailleurs 20 exemplaires présents dans les collections publiques françaises. Dans la seconde partie de notre présentation, je vous propose d'essayer de comprendre les raisons qui font de Sirop le Royal un étrange galimatien et un jalon historique, même mineur, dans le développement de la pomologie française. Concentrons-nous sur les parties proprement médicales. C'est pourquoi je vous invite à présent à regarder plus en détail la structure de l'ouvrage de Drouin. J'ai marqué en rouge le contenu scientifique de l'ouvrage lié proprement à la médecine et entre parenthèses le nombre de pages consacrées à ce contenu. Radu Suciu a souligné l'importance de la médecine galénique dans le texte de Drouin. En effet, le galénisme est présent dans les notions qui font appel à la théorie quaternaire, les humeurs, les complexions individuelles, le corps tempéré, l'esprit animal, etc. Mais on s'étonne assez rapidement du manque de rigueur dans l'utilisation de ce système scientifique, sanctionné pourtant par des siècles de tradition. On s'interroge très tôt sur les intentions de Drouin. Je vais m'expliquer brièvement. Puisque tous les patients mentionnés dans le texte, alors les mondains, les scientifiques, les curieux, les appellants, etc., sont diagnostiqués par Drouin comme mélancoliques, donc d'après les tétrades galéniques, ils sont tous froids et secs, et plus encore qu'en mélancoliques par excès. Donc, cette maladie s'explique alors du point de vue médical et chez tous, sans exception, par la prédominance de la bile noire dans le corps. Souffrant ainsi de la même maladie, ils devraient tout naturellement se contenter d'un seul et même remède. Ils devraient alors s'appliquer un même sirop identique aux qualités réchauffantes et humidifiantes, suivant la règle contraria contraris, on soigne par les choses contraires à la complexion. Tout cela dans l'espoir d'une prompte et heureuse guérison. Plus encore, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. Je D'accord. signale que oui. Oui. Pardon. Oui. Excusez-moi parce que j'ai vu l'image complètement figée. Excusez-moi. C'est vrai que l'image est un petit peu figée, mais on vous entend très bien. Parfait. C'est vrai que, oui, c'est vrai que l'image n'est plus, oui.
D'accord, parfaitement bien. Ça va Alors, maintenant. alors On je peut revoir. reprends. Alors, souffrant ainsi de la même maladie, il devrait tout naturellement se contenter d'un seul et même remède. Il devrait alors s'appliquer un sirop identique aux qualités donc réchauffantes et humidifiantes suivant la règle contraria contraris, c'est-à-dire on soigne par les choses contraires à la complexion du malade. Tout cela dans l'espoir d'une prompte et heureuse guérison. Plus encore, cet unique sirop devrait soigner un unique symptôme dont ils sont tous caractérisés et que Drouin désigne par le dérèglement de la fantaisie. Or, Drouin prescrit au même type de patient, autrement dit à la même unité maladive, différents sirops. Cette stratégie pseudomédicale apparaît bel et bien comme un prétexte. Ce n'est donc plus la crassis des patients qui compte, mais bien le sirop, mis ainsi en lumière sur la scène. Un sirop que Drouin décline en l'enrichissant de multiples ingrédients connus par ailleurs de la médecine galénique, comme l'hysope, comme la violette, etc. Mais qui sont là pour sublimer sa base solide, qui est la pomme. Mais alors, pourquoi la pomme et non la poire, la prune ou encore la framboise? Deux remarques s'imposent ici. Tout d'abord, nous devons chercher la réponse dans l'ancienne tradition médicale. La pomme était déjà réputée efficace dans les pharmacopées universitaires pour traiter le mal de Saturne. Comme l'a remarqué Suciu, André Dulaurence, par exemple, mentionne le sirop de pomme dans la grande classe des évacuatifs de l'humeur noire, à côté des altératifs et des confortatifs, mais il insiste sur son caractère bénin, préférable à d'autres purgatifs plus forts à base d'élébore. En poursuivant cette piste, nous voyons que le caractère purgatif des pommes est encore en vigueur 150 ans plus tard. Le remède contre la mélancolie, proposé en 1741 dans le dictionnaire économique de Chomel, témoigne de cette tradition. Nous y voyons le sucre de pomme, pomme de reinette et le cidre de pomme. Drouin apparaît donc comme l'un des précurseurs de ce remède pomologique. La seconde remarque demande un développement plus large, et c'est ici qu'il faut voir dans le sirop de pomme de Drouin quelque chose de plus qu'un remède simple, mais miraculeux, comme le pressentait Suciu, même plus encore qu'un placebo, un antidote illusoire. Car en 1588 paraît en France un ouvrage rédigé en latin par le Normand Julien Le Pommier, médecin et protestant. Ce livre, De Vino e Pomateo Libri Duo, va bouleverser la pharmacopée galénique quant aux vertus et usages des anciens ingrédients. Ce traité remettra en cause l'efficacité du vin, classé parmi les aliments chauds, censé pouvoir restituer la chaleur que fait perdre la mélancolie ou l'âge. Le traité du vin et du cidre, traduit en français par Jacques de Caègne, a vite déclenché une curieuse polémique autour de cette boisson si triviale. L'ouvrage se compose de deux parties. Si la première partie est une petite encyclopédie du savoir et de la pratique de l'œnologue, rappelant les vertus du nectar de Bacchus, la deuxième se présente comme une véritable promotion du produit local, c'est-à-dire du cidre et de la pomme normande. Notons qu'à cette époque, la Normandie n'avait pas de vignes, ou plus précisément, on n'en avait pas depuis les hivers de 1480, très froids, qui virent les vignes du Maine et de la Normandie gelées sur pied. Dès le début du XVIe siècle, la plantation des pommiers plus robustes fut encouragée. L'ouvrage des pommiers est donc exceptionnel à plusieurs égards. D'abord, le médecin n'a pas hésité, à contre-courant de la tradition, à mettre en valeur un produit local jusqu'à présent, sinon ignoré, peu apprécié par ses confrères. Ensuite, la diététique que promeut le médecin nous indique visiblement qu'elle commence doucement à se libérer du joug de la médecine humorale tout en subissant l'influence de l'art gastronomique et de l'agriculture locale. Et même si l'auteur respecte encore les règles de l'ancienne diète, on voit naître une nouvelle sensibilité alimentaire qui privilégie les produits locaux et réhabilite des aliments jusqu'alors écartés. Le cidre, écrit-il, peut servir aux sains et aux malades, auxquels il sera plus propre et plus naturel,
au lieu de vin ou de bière. Pommier inaugure un mouvement de promotion des produits de terroir qui connaîtra son véritable essor au début du XVIIe siècle. Certains aliments seront alors l'objet d'une authentique découverte diététique et gastronomique. Par exemple, les pruneaux de Reims et les châtaignes de Lyon. Enfin, Pommier prône l'usage des fruits, aliments pourtant condamnés depuis des siècles par Galien, à cause des maux d'estomac dont le maître de Pergame souffrait lui-même. En effet, à partir de cette accidentelle indigestion, les fruits n'ont plus jamais joui de la moindre notoriété dans l'art médical jusqu'à Julien le Pommier. Donner la préférence à un produit local a été mal perçu à l'époque, surtout dans les milieux médicaux conservateurs régis par des autorités traditionnelles, des partisans de l'ancienne école dogmatique et rationnelle. Or, le choix du sirop de pomme par Drouin nous semble être une référence évidente au texte de Pommier. Et même si Drouin ne dévoile pas sa position de façon explicite, la manière dont il décrit les pommes, leur qualité, les variantes de leur goût, fait de lui un véritable pomologue et pomophile. Si maintenant le lecteur adopte cette nouvelle grille de lecture dans le contexte de l'art pomologique, il comprendra beaucoup mieux le jeu de Drouin. Il comprendra mieux le large passage ouvrant le traité de Drouin consacré aux vertus de la pomme, ce fruit singulier, exquis, aux facultés excellentes. Il comprendra également le besoin du médecin de présenter toute histoire de la pomme, étymologie, genre de pomme dans l'Antiquité, leur nom, la façon de le cueillir. Il sourira peut-être en lisant les lignes qui embrassent l'éloge de la Normandie. Oh, ce beau pays de Normandie est la vraie pépinière de tous ces bons arbres et en tire de grandes commodités et des remèdes singuliers. Nous avons parlé tout à l'heure, pour le XIXe siècle, de la place accordée à Drouin dans l'histoire de la pomologie. Son nom apparaît encore très à propos dans une note de l'édition critique du Théâtre d'agriculture et ménage des champs d'Olivier de Serres. Il y est dit: en 1615, il parut un ouvrage intitulé « Le royal sirop de pomme » par Gabriel Drouin. L'auteur y paraphrase en faveur du royal sirop toutes les bonnes qualités que Pommier attribuait au cidre. Il y a encore un autre aspect médical qui mérite d'être mis en lumière dans les cas de Drouin et qui n'a encore jamais été soulevé. L'intérêt évident du médecin pour la médecine thermale, qui occupe, vous l'avez vu, plus de 20 pages à la fin du traité. Si les 7 sirops ont été composés à base de pommes mélangées à d'autres ingrédients, le dernier médicament proposé aux panégyristes, donc les rhéteurs pratiquant l'éloge panégyrique, le discours épidictique qui loue ou blâme quelque chose, et aux paranymphes, donc ceux qui pratiquent tout discours d'éloge, de félicitations, nous met la puce à l'oreille. Après avoir jonglé pendant 130 pages avec des recettes de sucre de pomme, il propose l'utilisation des sources minérales et médicamenteuses comme un remède singulier, lyre, efficace pour les patients mélancoliques. Drouin surprend, une fois de plus, son lecteur. Il s'engage à la fin dans des réflexions d'une nature toute différente, sans plus faire allusion à la pomme. C'est au fond un autre Drouin qui nous parle, une autre tonalité, un autre rythme, moins frénétique, plus de vers poétiques, un discours scientifique tissé d'arguments mieux avancés sur le fer et sur le soufre, un discours illustré d'exemples basés sur son observation et son expérience, souligne-t-il. Ne manque pas non plus les questions sur la nature des eaux tièdes auxquelles Drouin tente de répondre en se confrontant aux théories de ses prédécesseurs, Hippocrate, Galien, Agricole. Ces dernières pages placent Drouin dans la lignée des Esculape tels que Nicolas d'Orthoman, Guillaume Rondelet, Laurent Joubert, Roch le Baïf, Nicolas Michel, Jacques Duval. Les Esculapes qui louent avant tout les vertus purgatives des eaux minérales et qui y voient une autre sorte de panacée, efficace dans la cure de la mélancolie. La chaleur de l'eau et sa minéralité peuvent encore non seulement guérir la maladie, mais aussi aider à maintenir la santé. Drouin indique les noms des sources et précise leurs qualités respectives. Nous trouvons sur la liste la fameuse fontaine de Spa,
de Saint-Pardoux, la source de la Frolière, les sources de Pougue ou encore les fontaines bourbonnaises. Reste à savoir pourquoi Drouin prescrit une cure par les sources cristallines à cette catégorie de mélancoliques que sont les panégyristes et les paranymphes, à laquelle il appartient de facto en publiant un éloge de la pomme lui-même. Croit-il, comme l'un de ses confrères, Nicolas de la Framboisière, que les maladies rebelles qui n'ont voulu céder aux remèdes ordinaires sont bien souvent domptées par les eaux minérales? Bref, Drouin semble nous dire la chose suivante. J'ai fait l'éloge de la pomme, j'en ai fait un peu trop, mais c'était pour une bonne cause. Car comprenez bien que ce monde de bien-nés, de courtisans et de charlatans me remplit de tristesse. Fort heureusement, pour mon propre cas, je trouvai un traitement naturel, grâce auquel j'ai pu donner à mon acrimonie un tour plus avenant, un tour plus fleuri. Examinons à présent, dans cette troisième et dernière partie, le propos moralisateur de l'œuvre de Drouin. Les passions sont donc, chez lui, non pas frappées de mélancolie particulière, mais qualifiées de mélancoliques, du fait même de leur déraison, de leur manque de mesure, de bon sens et de leur active participation au délitement moral qu'il déplore tant. Il n'est certes pas le premier à se proposer en observateur avisé de la nature humaine, en catalogueur des vices, des excès et des travers généraux de l'humanité. On pense évidemment, comme le fait Radu Suciu, au caractère de Théophraste, auquel on attribue à minima la paternité de la forme, la nature exacte des caractères faisant encore l'objet de débats. Avant toute comparaison ou rapprochement littéraire, prenons-en un instant pour considérer que la mélancolie est, chez Drouin, l'autre nom de la folie. La confusion entre folie et mélancolie a fait l'objet d'un important débat qui remonte au moins à Hippocrate, à un cycle de lettres que la tradition lui attribue et dans lesquels il aborde les cas pathologiques de Démocrite d'Abdère. Inquiet de sa santé mentale, ses proches avaient fait mander le célèbre médecin. À leur grande surprise, Hippocrate déclare que Démocrite n'est pas un fou au sens pathologique du terme, mais au contraire, qu'il manifeste force et éminence d'esprit, comme c'est le cas du mélancolique par nature. Plus tard, le stoïcisme cicéronien va venir au contraire alimenter cette confusion. Dans les Tusculanes, Atticus démontre à Cicéron si toute émotion de l'âme pourrait être qualifiée de folie. Le philosophe donne une réponse affirmative et rapporte la définition de cette maladie en ces termes. Le mot folie, insania, désigne un malaise de l'âme et une maladie d'esprit. Bon, à un médecin, cette définition aurait sans nul doute paru trop vague. Comment peut-on diagnostiquer un malaise de l'âme? Cicéron développe sa réponse en précisant que l'âme reste saine lorsque c'est lui ou elle demeure, l'homme est sage. Dans cette logique, la sagesse devient le critère sine qua non de la santé de l'âme immortelle et par voie de conséquence celle du corps. Cette sagesse, qui est aussi l'idéal, est visée par tout adepte de la philosophie stoïque. Cicéron rappelle cette règle d'or en ces mots. La sagesse est la santé de l'âme et le manque de sagesse, une sorte de mauvaise santé, insanitas, qui est folie, insania, et aussi démence, dementia. La problématique folie-mélancolie se voit dès lors déplacée du plan médical vers le plan moral. Nous le voyons, une tradition philosophique de la folie s'est donc développée parallèlement à la tradition médicale, initiée par Hippocrate et Galien à sa suite. Mais il existe aussi une tradition tragique. Je pourrais en effet multiplier les exemples de ces cas de folie dans la tragédie grecque, où elle devient elle-même très souvent l'autre nom de la fureur. Tout comme pour la folie, il existe pour la mélancolie une triple tradition, tragique, philosophique et médicale. Évidemment, elle ne se présente pas dans un état chimiquement pur. Ces traditions s'interpénètrent entre elles comme entre folie et mélancolie.
Il est donc passionnant, autant que difficile, de tirer les fils de cette pelote depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Je vous donne juste 2 exemples. En 1613, pour décrire et expliquer le génie des mélancoliques, le médecin Nicolas de la Framboisière déclare qu'ils sont comme transportés et poussés d'une fureur divine qu'on appelle enthousiasme. En parlant de fureur divine, il utilise dans un contexte médical pour parler de mélancolie, un vocable autrefois utilisé pour qualifier la folie de l'Ajax de Sophocle ou celle de Bacchante de Euripide. En même temps qu'il persiste au XVIe siècle dans la tradition littéraire, je pense par exemple à l'Orlando Furioso de l'Arioste. Prenons un autre exemple, en revenant sur Démocrite et son rire. Ce philosophe est décrit comme raillant jour et nuit, pris en somme d'une hilarité constante, difficilement justifiée, qui se transforme en moquerie, et qui pour tous est un signe de folie. Jusqu'à ce qu'Hippocrate y voit, c'est un paradoxe, mais c'est son diagnostic, l'expression débordante de la très grande sagesse du mélancolique par nature, de sa clairvoyance. Les fêtes des fous médiévales sont en partie héritières de cette tradition. On autorise aux fous d'un jour une grande liberté de parole. On peut enfin, pour un temps, dire le vrai, au fort de sa conscience, jusqu'à la parodie et l'insolence. Le rire de Démocrite devient carnavalesque. Il est néanmoins mis à très grande distance, car cela reste bien une fête des fous et non une fête des mélancoliques par nature. Nous-mêmes aujourd'hui connaissons cela et sont familiers avec l'idée qu'il y a de la sagesse dans le fait d'avoir un jugement critique sur les choses, sur la société, ses mœurs, au moyen d'une piquante satire sociale, si nécessaire. Nous y voyons une indépendance d'esprit, un refus salutaire du panurgisme, pour reprendre le mot de Rabelais. Mais il s'est produit un renversement extraordinaire en le XVe et XVIIe siècle, qui, de manière rhétorique et théâtrale, place la folie au cœur de la cité. Pour Sebastian Brandt, dans La Nef des Fous, qu'il publie en 494, les fous et folles de ce monde, au début simplement bouffants et burlesques, le deviennent au sens biblique du terme. Les fous sont ceux qui contreviennent aux Saintes Écritures. Brandt les entasse comiquement dans son œuvre sur un bateau pour les perdre au large et tire profit de ce voyage sans retour pour les décrire un par un. Pour Erasme, dans son éloge de la folie de 1511, c'est le monde tel qu'il va qui est folie. La folie devient universelle. Le sens commun, c'est la folie. Quant à la forme, Erasme catégorise lui aussi pour juger et pour blâmer. Le grand spécialiste d'Erasme, Jean-Claude Margolin, déclare que ce texte mériterait plutôt d'être considéré comme une pièce de théâtre à un seul acteur. La folie elle-même, car c'est la folie personnifiée qui prononce l'éloge. Erasme se met en retrait. Considéré donc comme un drame, auquel on a du mal à donner un titre. Alors, tragédie, comédie, tragicomédie, avatar humaniste des mystères médiévaux. La Nef des Fous, initialement publiée en allemand, fut l'un des livres les plus vendus dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Maintes fois traduite pour un public très large, pourvu qu'il soit alphabétisé, et réimprimée jusqu'à 1630. Quant à l'éloge de la folie, publié en latin, même si Erasme ne la présente que comme une bagatelle offerte à son ami Thomas More, elle ne s'adresse qu'à un public restreint de grands lettrés. Erasme est de son vivant l'un des penseurs les plus fameux, si ce n'est le plus fameux de l'Europe humaniste. C'est dire, tout ça c'est dire l'importance de l'exploitation philosophique, romanesque, théâtrale de la folie dans la culture européenne de cette époque. C'est dans ce contexte qu'il m'a paru, en effet, pertinent de rapprocher le Royal Sirop d'une œuvre de Tommaso Garzoni, toujours dans un esprit de dialogue avec le travail de Rado Soccio. Garzoni est un moine prédicateur et théologien italien de la seconde moitié du XVIe siècle. Il a publié dans les dernières années de sa vie, je cite Fiorato, éditeur de Garzoni, une demi-douzaine d'œuvres de compilation originales, touffues, bizarres, où s'étale une vaste érudition encyclopédique, une humeur satirique capricieuse, un moralisme manichéen.
Garzoni publie en 1583 Il teatro de vari e diversi cervelli mondani, qui apparaît comme les parangons d'une conception théâtrale de la galerie de portraits satiriques avec une authentique dimension scénique et qui se donne comme telle, sans ambiguïté. Radu Succiu fait de droit l'héritier du style de Garzoni en s'appuyant sur cette œuvre précise. On y trouve aussi bien les cerveaux facétieux que les cerveaux nobles, les cerveaux débiles, paresseux, les cerveaux libres ou dépourvus d'entendement, les cerveaux mélancoliques, alchimistiques, brutaux, furieux, etc. L'année suivante, selon le même principe, paraît la Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, dans lequel il brocarde les travers d'une multitude de professions. En 155 discours, certainement un record dans l'histoire du genre. Le livre eut un immense succès, comme la plupart des œuvres de Garzoni. Je partage avec vous le beau frontispice gravé d'une édition allemande de 1641. L'ouvrage est d'ailleurs une source de grande importance pour l'étude des métiers et professions d'autrefois. En 1586, une fois encore, il reprend le même principe, mais en le médicalisant, en l'actualisant par le thème de l'hôpital. C'est l'ospedale dei pazzi incurabili, l'enfermement des malades mentaux dans des établissements spécialisés est en effet une nouveauté à l'époque. C'est ce texte que je préfère mettre en regard du Royal Siro. L'hospedale ne connaîtra sa première traduction en français qu'en 1620 par un certain François de Clérier, professeur en mathématiques et docteur en médecine. Très soucieux de parfaire le décor de son théâtre allégorique, Garzoni s'attache à donner de la scientificité à son discours. Tout d'abord, en le plaçant sous le patronage d'une sommité médicale italienne de l'époque, Bernardino Paterno, des universités de Pise, Pavie et de Padoue. Ensuite, en s'appuyant sur les grandes autorités médicales anciennes et modernes, Hippocrate, Galien, Alexandre de Tralles, Étius, Altomare, Fernel. On y trouvera 30 discours, de la folie en général aux folles endiablées et désespérées, plus un 31e discours consacré exclusivement aux femmes. De manière appuyée, un peu surjouée, si l'on peut dire, Garzoni nous rapporte les causes et les symptômes des diverses manifestations de la folie, telles que les dites l'autorité les enseigne. Il nous donne ainsi une leçon de médecine humorale parfaitement canonique, même si elle apparaît sommaire en regard d'un véritable traité de médecine. L'écrivain Garzoni est plus disert que le médecin Drouin sur les dérèglements physiologiques qui causent les délires. C'est une surprise. Drouin n'en parle vraiment qu'à travers ses sirops, de manière indirecte. Mais en vérité, le discours scientifique de Garzoni n'est vraiment présent que dans le second et le troisième discours. La médecine a fait son œuvre, Garzoni n'y reviendra plus. Il enchaînera ainsi les exemples de comportements délirants tirés des encyclopédies des auteurs grecs et latins disponibles à l'époque. Néanmoins, nous retrouvons à plusieurs reprises les mêmes éléments chez Drouin et Garzoni. Les deux auteurs parlent bien de la même chose et se rejoignent bien des fois dans leurs diatribes à l'égard des astrologues, par exemple, des divinateurs, des alchimistes ou des médecins qui introduisent l'alchimie dans les arts, c'est-à-dire les paracelcistes, ces fameuses pagyriques dont parle Drouin. Notez que cette parascience qui frappe encore aujourd'hui les imaginations connut un grand retentissement. Apparition d'un mysticisme parascientifique au début du XVIe siècle, avec Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, représenté ici en 1558 chez Bruegel, mentionné pour le décrier dans toute l'œuvre de Garzoni dans les années 1580, et encore combattu en 1615 chez Drouin. On ne saurait sous-estimer l'engouement que ces fameuses sciences ont suscité, y compris chez les reines, les rois et les empereurs, Catulle de Médicis, avec Michel de Nostradame pour la divination, et les empereurs du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe II, Matthias Ier, Ferdinand II pour l'alchimie. De nombreuses similitudes donc, de ton et de forme. Pourtant, Garzoni parle de folie, c'est-à-dire des divers effets d'une cause unique, qui est la mélancolie par excès, même s'il y inclut pour les besoins de son projet des fous mélancoliques.
Drouin, lui, reste fidèle au motif de mélancolique pathologique. Il ne parle jamais de folie. Garzoni souhaite embrasser excusez-moi, toute la société en multipliant les publications. Il se concentre dans l'Ospedale sur certains traits de caractère, mais seulement parce qu'il a traité tout le reste dans ses 2 livres précédents. Ironie de Drouin a un champ beaucoup plus restreint. Il ne s'attaque en vérité qu'aux catégories éthico-professionnelles les plus élevées, la société qu'il côtoie probablement, et avec qui il a peut-être quelques comptes à régler. Une chose est certaine, Drouin ne se départit jamais de ce qui rassemble les catégories qu'il a forgées. Et que je peux résumer par la falsification de l'authentique sagesse éternelle qui procède de la profonde compréhension de l'ordre naturel et divin du monde. Drouin parle du génie de la nature qui ne souffre en aucune transformation, du règlement des astres et de la contemplation des choses divines. Son tout premier chapitre, consacré aux sages mondains, comporte, en effet, un étrange sous-chapitre intitulé « Les sages des 3 étages du monde » et qui commence ainsi. Disons un peu d'un sens reposé qui est celui qui peut comprendre le monde, afin de les mixionner symétriquement et proportionnellement avec la sagesse. Le premier chapitre se compose donc comme suit. D'abord l'éloge du sirop de pomme, puis une charge assassine à l'encontre des sages mondains chez qui il ne voit que malice, lâcheté et mensonge. Enfin, la définition de cet idéal de sagesse. Ce premier chapitre pourrait, sous cet angle, être considéré comme le chapitre programme de cette œuvre, pour la forme comme pour le fond. Pour terminer cette dernière partie, nous voyons avec Garzoni ce que peut être une satire sociale qui prend pour prétexte la scientificité médicale. Il superpose le topos de la folie à celui du Theatrum Mundi, comme pour varier les plaisirs. L'auteur s'y exprime à la première personne et se fait le guide d'un noble lecteur, venu visiter, comme une curiosité, ce lieu d'enfermement dont tout le monde parle tant. Avec Drouin, la chose est moins entendue. La médecine, au travers du motif de la mélancolie pathologique, négligée dans ses fondements médicaux, il est vrai, n'est pas tant un prétexte au discours moral qu'un déplacement du médical lui-même vers la morale, ce qui correspond en réalité au retour à certaines sources cicéroniennes, ce que je risque à qualifier également, pour finir, de minéral et de cristalline. Il me faut à présent conclure et livrer un diagnostic. Je citerai tout d'abord Gabriel Drouin. N'est-ce pas se détourner du grand chemin que de se contrefaire? Qui sommes-nous pour mépriser les autres? Quand j'ai découvert ce texte, ces 2 petites phrases me paraissaient être une précaution oratoire. Précaution raisonnable quand on s'apprête justement à déverser son venin. Elle me semble aujourd'hui moins malicieuse que ne le laisse entendre Succio. Tout bien considéré, c'est Drouin qui est selon moi le mélancolique de l'histoire. La jovialité qui anime son texte et la hardiesse du style, qui le rend inintelligible pour de nombreux lecteurs, doit être confrontée à la gravité qu'il installe progressivement dans son discours moral. Je dirais même que son accablement face aux mœurs contemporaines laisse poindre une sincère tristesse. Paraître en public, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire dans son cas publié, est un théâtre en soi, ritualisé, avec ses conventions et ses règles. Ce serait tout le sens du discours sur les panégyristes et les paranymphes, dont il dit qu'ils doivent enjoliver, voire même mentir, parce que les conventions l'exigent. Un remède excellent est donc nécessaire pour tempérer leurs ardeurs, les aider à ne point sombrer dans les plus vilaines compromissions. Dès lors,
La médecine est-elle prétexte d'une satire sociale? Le cas d'Isiro est difficile à trancher, car il correspond à l'essor d'un mouvement agricole et médical avéré. Il se peut qu'il se moque de cette nouvelle médecine de terroir, mais l'exagération apparente doit être conciliée avec le réel effort qu'il fait pour promouvoir les vertus de la pomme. Les connaissances mobilisées sont en effet substantielles. Une mise en œuvre satirique est, peut-être pour lui, le moyen d'assurer clandestinement cette promotion. Car les polémiques sont alors encore vives sur les questions, raison pour laquelle le surprenant discours sur les sources minérales est abrité à la fin de l'ouvrage, sans presque plus aucun rapport avec le reste. Le motif de la mélancolie, quant à lui, ne doit pas, selon moi, être considéré comme un prétexte, car il peut être compris en termes philosophiques, ce qui renforce le projet de Drouin. C'est bien, comme dit Viollet-le-Duc, un livre de morale, mais au carrefour de tant de traditions et de tant de nouveautés qu'il en devient étrange. Une cure à la mélancolie par le style et par le divertissement, nous dit Succio. Certainement, quoique Charles Nodier ait dit « Si ce n'est pas un remède à la mélancolie, c'est en état contre l'insomnie. » Le goût du XIXe siècle n'est certes pas celui du XVIIe, mais surtout, cela ne rend pas compte du développement des recettes et du discours sur les sources qui sont problématiques. Enfin, un dernier mot concernant le passage du motif de la folie à celui de la mélancolie, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Je tiens à saluer ici l'extraordinaire ouvrage d'Alain Mercier intitulé « Le tombeau de la mélancolie, littérature et facétie sous Louis XIII » en 2 volumes, publié en 2005. L'auteur a compilé dans le second volume plus de 1500 éditions facétieuses, parues de 1610 à 1643. Il rend compte de la véritable explosion de la littérature facétieuse sous la régence permissive de Marie de Médicis. Les opinions cessent d'être muselées, et l'expression de la plaisanterie littéraire se donne tous les moyens de dire et de séduire. Monologues, dialogues, nouvelles, énumérations, anecdotes, parodies, allégories, pastiches, chansons, toutes intonations qui s'entrechoquent et s'entremêlent au seul fin de percuter les consciences tristes. La mélancolie vient un mal à abattre, et c'est ainsi que naît, au XVIIe siècle, une nouvelle littérature de divertissement. Tout y est parodié. La littérature sérieuse, la littérature populaire, les écrits juridiques et notariaux, les textes religieux, les privilèges et les patentes, les discours didactiques, mais aussi la rhétorique philosophique et scientifique. Drouin a sans doute joui de cette ambiance éditoriale. Se pourrait-il donc que le Royal Sirop soit un vrai faux livre médico-moral? Que Drouin aille bien plus loin que Garzoni en montant un théâtre plus vrai que nature, une représentation à double niveau? Il parodierait alors la médecine, ses élixirs, cette nouvelle croyance à la mode sur les bienfaits du cidre et sur les sources miraculeuses, autant que les discours moraux qui l'accompagnent. Une parodie de satire, en somme. Il n'est pas impossible, je terminerai sur ce point, que Drouin ait songé au jugement de Paris et à la pomme d'or, dont j'ai choisi une illustration pour ouvrir et clore ma présentation. Buvez donc tous de mon sirop, buvez de mon fiel, pourrait-il dire, et qu'il soit accordé aux plus malades, et grottissimo détour. Tel pourrait être le sous-titre de son traité. Drouin se joue-t-il avec nous du premier jusqu'au dernier mot? Est-ce au lecteur, persuadé de lire une amusante satire, qu'il tente une pomme sur laquelle on lirait au plus crédule? Ce n'est pas ce que je privilégie, mais allez savoir, sur les planches d'un théâtre, tout peut arriver. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation passionnante, très intéressante et finalement, on se dirait assez contemporaine quand on regarde l'hybridité générique de l'œuvre de Drouin et
et cette interdisciplinarité qui est là entre la diététique, l'alimentation, la médecine et la rhétorique. C'était vraiment très, très riche comme présentation. Un grand merci. Et je vais donner peut-être la parole à Anita pour gérer maintenant, animer le débat, la discussion. J'invite tout le monde à prendre la parole, à poser des questions. Mais je laisse Anita gérer la discussion. Merci beaucoup D'accord. encore, Magdalena. Voilà, et moi, je rejoins Bernadetta sur ce point, justement, des remerciements et des félicitations pour cette belle conférence, effectivement très, très riche et qui pose beaucoup de problèmes. Et donc, deux possibilités d'intervenir, de poser des questions directement en levant la main ou même en posant la question si jamais vous voyez que je ne vous vois pas à temps. Et il y a bien sûr la conversation dans laquelle vous pouvez écrire et je vous promets de lire et de prononcer ces questions à haute voix. J'ai vu la main de